Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. 22 heures sur nos antennes, le journal de la réaction. Les titres. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 19e séance des conseils des ministres au Palais de la République aujourd'hui. Également, la une de cette édition, Djibouti renforce son bouclier financier contre les circuits illicites. Et enfin, en nouvelle du monde, à l'approche du Cannes 2025, le Maroc s'offre une tribune africaine. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 19e séance des conseils des ministres. À cette occasion, le gouvernement a examiné et adopté plusieurs textes importants touchant différents secteurs et administrations publiques. Nous vous proposons à présent de suivre la première partie du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 16 décembre 2025 la 19e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question, ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Projet de loi portant adoption des comptes financiers du Fonds de garantie de Djibouti pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'exercice 2024 du FOCAD sont arrêtés en produit à 72 206 806 francs Djibouti et en charge à 57 900 352 francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 14 306 454 francs Djibouti. Pour la période 2020 à 2024, le FOGAD a traité au titre de la fenêtre MTPME, MTPMEU, 302 dossiers pour une valeur de 1,152 milliard de francs Djibouti, dont 260 dossiers ont été garantis pour une valeur de 979 millions de francs Djibouti. Le secteur bancaire a traité 185 dossiers pour un montant total de 1,09 milliard de francs Djibouti et 116 dossiers pour la CPEC de Djibouti pour un montant de 44,4 millions de francs Djibouti. Le FOGAD a également traité des dossiers au titre de la fenêtre logement abordable qui a démarré en juin 2023 et qui bénéficie d'une dotation garantie de 7 millions de dollars états-uniens. Deuxième question, ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national des eaux, de l'assainissement de Djibouti ONEAD pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti ONEAD au titre de l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 11 568 175 028 francs Djibouti et en charge à 11 409 380 380 francs Djibouti avec un résultat net de 168 794 648 francs Djibouti. Enfin, au cours de l'exercice 2024, l'ONEAD a réalisé des investissements à hauteur de 760 millions de francs Djibouti sur fonds propres et 8,9 milliards de francs Djibouti sur financement extérieur, principalement orientés vers le renforcement des capacités de production et de distribution d'eau. Troisième question, ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet de loi relatif au patrimoine culturel national de la République de Djibouti. Le présent projet de loi est relatif à la protection du patrimoine culturel de la République de Djibouti et s'inscrit dans une dynamique de renforcement et de modernisation de l'arsenal juridique national dédié à la sauvegarde des biens culturels, tant matériels qu'immatériels. Ces projets de loi constituent une réponse structurée et opportune aux profondes mutations du paysage culturel mondial, marquées notamment par une mondialisation effrénée, la prise en compte du patrimoine numérique, mais aussi par la nécessité de renforcer les dispositifs institutionnels afin de mieux protéger notre patrimoine qui risque de plus en plus d'être affecté par la multiplication des atteintes portées aux biens culturels et qui reste convoité par des réseaux de trafic illicites. L'adoption de cette législation vise à instaurer une dynamique de développement durable fondée sur la valorisation de l'héritage culturel national. Quatrième question. Secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Projet de loi
portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANPI, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'ANPI pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 173 476 645 francs Djibouti et en charge à 192 522 726 francs Djibouti. Par ailleurs, au cours de l'année 2024, l'ANPI a agréé 30 projets d'investissement pour un montant global estimé à 145 millions de dollars américains, soit près de 26 milliards de nos francs, générant environ 5,3 milliards de francs Djibouti de recettes directes et indirectes pour l'État. Cinquième question, secrétariat d'État chargé des sports. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale de promotion du sport pour l'exercice 2023 et 2024. Les comptes financiers de l'ANPS pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 281 381 557 francs Djibouti et en charge à 295 348 857 francs Djibouti. L'exercice 2023 correspond à la première année d'activité complète de l'ANPS, marquée par l'adoption d'un bilan d'ouverture au 1er janvier 2023. Les comptes financiers de l'ANPS pour l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 298 625 802 francs Djibouti et en charge à 316 489 582 francs Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères a présenté les points saillants, soulignant l'engagement de Djibouti dans le renforcement des relations bilatérales et régionales. Il a également mis en lumière l'importance de la coopération internationale et le rôle actif de Djibouti. Réécoutons la seconde partie. Septième question, présidence de la République. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2026 est arrêté en produit à 500 746 103 francs Djibouti et en charge à 500 746 103 francs Djibouti. En 2025, le Palais du Peuple a pu accueillir la tenue de 75 événements, notamment des conférences, des séminaires et des formations et des réunions de professionnels. Huitième question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, ODEG. Le budget provisionnel de l'ODEG pour l'exercice 2026 est arrêté à l'équilibre, tant en produit qu'en charge pour un montant total de 1 329 88 646 francs Djibouti. Au titre de l'exercice 2026, l'ODEG prévoit notamment de poursuivre le programme de forage de Halle Garabeis, le lancement du programme de forage du site de Fiale et la mise en service des laboratoires scientifiques. Neuvième question, ministère de la Santé. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2026 du Centre hospitalier universitaire CHU de Djibouti. Le budget prévisionnel du CHU de Djibouti est arrêté à l'équilibre avec des recettes et des dépenses s'élevant à 5 807 715 886 francs Djibouti. Dixième question, ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2026 du Diwan des biens et WARF. Le budget prévisionnel 2026 du Diwan des biens et WARF est arrêté en recettes à 724 485 000 francs Djibouti et en dépenses à 723 350 millions de francs de Djibouti avec un résultat net de 1 135 000 francs Djibouti. Onzième question, ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'électricité de Djibouti, EDD, pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel de l'EDD pour l'exercice 2026 est arrêté en produit à 40 102 140 000 francs Djibouti et en charge à 39 824 983 000 francs Djibouti avec un résultat prévisionnel excédentaire de 277 157 000 francs Djibouti. Ce budget traduit la volonté de l'EDD de consolider l'équilibre financier, de sécuriser l'approvisionnement énergétique et de soutenir durablement le développement du secteur de l'énergie. 12e question.
Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2026. Le budget prévisionnel de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2026 est arrêté en produit à 46 milliards 990 millions 394 018 francs Djibouti et en charge à 46 milliards 154 millions 454 536 francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 830 millions 939 482 francs Djibouti. 13e question, ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, projet de décret portant nomination. M. Abaïzid Ahmed Ali et M. Gouled Abdallah Abdillahi sont nommés conseillers techniques auprès du Premier ministre. M. Mustafa Youssouf Nouh, conseiller technique auprès du ministre de l'Éducation nationale. Mme Farhiya Ibrahim Moussa est nommée conseillère technique du secrétaire d'État chargé des sports. Mme Aïcha Jama Ege est nommée conseillère technique auprès du médiateur de la République. Enfin, dans le domaine des communications et des comptes rendus, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait compte rendu sur la participation de la délégation conduite par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la cérémonie d'investiture du président élu de la République de Côte d'Ivoire qui s'est tenue le 8 décembre 2025 à Abidjan. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, a fait un compte-rendu de sa participation à la 7e réunion ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité qui s'est tenue du 10 au 12 décembre 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie. Le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques a fait une communication sur la visite officielle du directeur général des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, effectuée du 6 au 7 décembre 2025 en République de Djibouti. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a fait un rapport sur sa participation aux travaux de la première conférence africaine sur l'efficacité énergétique qui s'est tenue du 8 au 11 décembre 2025 à Addis Abeba. Le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un compte-rendu sur sa participation au 2e forum d'affaires sur la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est tenu du 11 au 12 décembre à Marrakech, au Maroc. Enfin, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé a fait un compte-rendu de sa participation à la 4e conférence africaine des start-up du 6 au 8 décembre 2025 qui s'est tenue à Algérie, en Algérie. Merci. C'était le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar. La nation djiboutienne est en deuil suite au décès à 91 ans de feu Fouali Arif Bourhan, qui a été conduit à son dernier demeure aujourd'hui, vers midi. En premier lieu à la mosquée pour accomplir la salat al-Janaza. À midi, donc, une foule nombreuse composée de parents, proches, amis et de citoyens venus de divers horizons se sont rassemblés pour accompagner le défunt vers sa dernière demeure. L'atmosphère empreinte de unité et d'émotion témoignait le respect et la considération dont jouissait donc le défunt au sein de la société djiboutienne. À l'issue de la prière mortuaire, le cortège funèbre ont escorté la dépouille de feu Ali Arif qui s'est dirigé vers le cimetière dans un silence solennel et invocation de prière qui a été observée. Arrivé au cimetière, l'illumination s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Khan Mohamed, du président de l'Assemblée nationale ou encore le secrétaire général de la primature d'Équipe Abdellah et autres membres du gouvernement. Les plus hautes autorités du pays ont ainsi pris donc part à l'enterrement de feu Ali Arif. Feu Ali Arif restera donc dans la mémoire collective avec une figure politique de premier plan durant la période de l'administration coloniale française, reconnu comme un travailleur acharné, animé d'un sens aigu de devoir, du résultat qui s'est également distingué par ses capacités d'adaptation.
notamment à travers sa reconversion réussie dans le monde des affaires au lendemain de l'indépendance. Feu Ali Arif s'est éteint au terme d'un long combat contre la maladie, laissant derrière lui le souvenir d'un homme engagé, profondément ancré dans l'histoire nationale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي وعنه الفاتحة رسول الله. National, toujours, mais à Londres, le ministre de l'économie et des finances a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de la 17e réunion de la reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, autrement dit FAD17, organisé à Londres aux côtés du président de la Banque africaine de développement et 4 autres ministres africains spécialement invités pour cette occasion. Cette rencontre de haut niveau marque l'aboutissement du processus de reconstruction de la FAD17 à travers une session décisive de promesses de reconstruction visant à mobiliser des ressources substantielles en faveur du développement des pays africains à faible revenu ou en situation de fragilité. La participation du ministre en qualité d'invité spécial témoigne de l'engagement constant de Djibouti en faveur d'une solidarité africaine, ainsi que sa détermination à contribuer activement au renforcement des capacités qui constituent les structures de développement. La session à Londres a été consacrée à la finalisation des échanges stratégiques et politiques, à la confirmation des engagements financiers des partenaires, ainsi qu'à l'approbation d'un cadre stratégique et politique des fonds de développement. Elle s'est également penchée et mis en lumière le leadership africain croissant, illustré par la contribution record des pays membres africains et régionaux, anciens et nouveaux, un dynamisme du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui soutient et promu de longue date. FAD17 vise également à garantir une allocution efficace, équitable et durable aux ressources avec une attention particulière portée aux pays les plus vulnérables tout en valorisant les performances et l'impact. La conclusion de cette session de promesses de recontribution à Londres constitue donc une étape déterminante pour l'avenir des financements des pays en développement. Je vous dis donc se félicite d'avoir pris part à cet exercice des fonds africains de développement. Toujours dans le cadre de l'économie, hier à l'hôtel Kempinski, le Comité national de lutte contre le blanchissement des capitaux et financement du terrorisme a présenté un bilan de 2 années de travail soutenu consacré au renforcement des dispositifs nationaux. Une rencontre d'importance qui a permis de mesurer le chemin parcouru et réaffirmer ainsi la volonté du pays de mieux protéger son système financier. L'événement, qui s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, du président de la Cour suprême, Jama Suleiman Ali, et de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Jérôme Bressan. Au cours des 2 dernières années, Djibouti a engagé un travail de fond. Des textes ont été renforcés, des institutions mieux organisées et les responsabilités plus clairement définies. L'objectif clair est de se doter des moyens nécessaires pour prévenir des risques, détecter les abus et agir efficacement chaque jour que la situation exige. Djibouti n'est certes pas une grande puissance agricole. Djibouti n'est certes pas un pays prospère, producteur de pétrole ou de matières premières énergétiques. Djibouti n'est certes pas un pays de centaines de millions d'habitants. Et pourtant, Djibouti est unique, sa situation géographique et ses choix politiques en font un carrefour mondial du commerce. À ce titre, une grande partie du développement économique déjà parcouru est basée sur la capacité ainsi développée à attirer les services portuaires, les échanges de marchandises et surtout les services financiers. Son développement futur, dans les années et décennies qui viennent, passera certainement, notamment par la poursuite de cette excellente dynamique. La lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme est au cœur de l'actualité économique judiciaire. Djibouti, la Banque centrale et les plus hautes autorités judiciaires du pays ont pris part à cet atelier de haut niveau. Écoutons respectivement le gouverneur de la Banque centrale et le président de la Cour suprême. Mesdames et messieurs, ce moment est solennel
parce qu'il consacre effectivement un effort national. Mais ce moment est également important pour deux choses. D'abord, pour faire le bilan de ce que nous avons vécu ou de ce que nous avons fait pendant ces 2 dernières années, et surtout pour voir l'avenir, et surtout également pour affirmer la nécessité de continuer sur la trajectoire. Mesdames et messieurs, c'est parce qu'il était parfaitement conscient des enjeux qui entouraient le processus d'évaluation mutuelle de Djibouti. Le président djiboutien avait mis en place par décret, en date du 9 août 2023, la cellule de coordination nationale. Mesdames et messieurs, à ce moment-là, le mandat qui nous a été confié à moi et à mes collègues de la cellule de coordination nationale n'avait pas uniquement pour seul but de préparer des échéances. Il visait surtout, et il s'agissait surtout d'installer une méthode à fédérer des institutions et à structurer la coordination. Et à veiller en définitive à ce que notre pays soit en mesure de présenter non seulement des engagements, mais des avancées, des résultats, une trajectoire. Mesdames et messieurs, l'évaluation mutuelle de notre pays s'est inscrite dès le départ dans un contexte difficile, pour ne pas dire stressant. Il s'agissait d'un contexte particulièrement exigeant et nous avons dû, Djibouti a dû, dès le départ, progresser rapidement. Dans un environnement où les attentes internationales étaient très élevées. Mesdames et messieurs, la question au fond n'était pas tellement de passer un examen ou une évaluation, mais surtout, le problème central, la question essentielle, était de savoir si nous étions capables de transformer cette exigence en levier de renforcement. Et c'est exactement ce que je souhaite mettre en relief aujourd'hui. La trajectoire de Djibouti est positive parce qu'elle est structurée, parce qu'elle est progressive et surtout parce qu'elle est portée par une mobilisation institutionnelle réelle. Le parcours que nous célébrons aujourd'hui est un jalon stratégique qui s'inscrit dans un cadre plus général poursuivi par les autorités nationales en application du programme de développement du pays, imprimé par la vision 2035 du chef de l'État, son Excellence El-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. La vision et la détermination du chef de l'État a inscrit, comme vous le savez, le destin de Djibouti sur une trajectoire de croissance soutenue au cours des dernières décennies, avec en tête le secteur financier comme composante essentielle de l'appareil économique national. En 2001, comme vous le savez, après les événements malheureux du 11 septembre, Djibouti a érigé un dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, avec l'ambition de l'aligner sur les standards du GAFI. L'adhésion au GAFI Moana en 2018 a donné lieu à un train de réforme accéléré visant à renforcer progressivement le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'appui du FEXT est intervenu à point nommé pour accompagner l'effort national au cours du processus exigeant de l'exercice de l'évaluation mutuelle du GAFI Moana. En l'espace de 2 ans, le concours du FEXT, conjugué aux efforts déployés par le dispositif national, a donné des résultats tangibles. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été mise à jour, renforcée, et des mécanismes de coordination plus efficaces ont été mis en place. Le ministre de l'Intérieur, Seynou Hassan, qui a pris part également à cet atelier de haut niveau consacré au bilan de renforcement des dispositifs nationaux contre les circuits financiers illicites. Écoutons donc ses explications. 2 années de travaux intensifs ont été marquées par des avancées majeures. Notre pays a renforcé son cadre juridique et institutionnel afin de garantir la conformité de notre pays avec les normes internationales. Une cartographie nationale des risques a été élaborée
constituant ainsi un outil stratégique essentiel pour identifier les capacités opérationnelles de nos institutions, pour identifier donc et prévenir, ainsi que gérer les vulnérabilités. Par ailleurs, les capacités opérationnelles de nos institutions ont été consolidées, leur permettant de disposer des compétences et des outils nécessaires pour agir efficacement dans le respect des standards internationaux. L'ensemble de ces efforts constitue le socle de la stratégie nationale qui nous conduira vers l'excellence évoquée dans l'intitulé de cet atelier. Mais au-delà des aspects techniques, ce qui distingue véritablement cette période, c'est non seulement l'engagement politique au plus haut niveau, mais surtout la mobilisation exceptionnelle de nos institutions. Tous les acteurs concernés à tous les niveaux ont démontré professionnalisme, rigueur et engagement. Cette coordination exemplaire a permis de transformer les recommandations en actions concrètes et mesurables. Place maintenant à la déclaration de l'ambassadeur djiboutien auprès des Nations Unies. Je cite donc, c'est avec un profond reconnaissance au gouvernement et peuple de la Slovénie pour l'organisation de ce débat crucial sur le leadership pour la paix. Le thème qui recentre les États membres de l'organisation sur la raison d'être même des Nations Unies en tant qu'institution multilatérale. En période de fragmentation internationale, c'est le leadership qui détermine si la paix progresse ou recule. Il s'agit donc d'un thème essentiel pour Djibouti et plus largement pour l'Afrique. Il est central pour l'Afrique dans sa lutte visant à réduire, voire à mettre fin aux conflits sur notre continent. La légitimité et la pertinence continue des Nations Unies au XXIe siècle se jouera en Afrique où le maintien de la paix a été donc à la fois une bouée de sauvetage, mais parfois une leçon sur les manières de prévenir de l'émergence des conflits avant qu'ils dégénèrent en guerre ouverte. Le leadership pour la paix, Djibouti appelle donc à un partenariat stratégique entre l'ONU et l'Afrique lors d'un débat de haut niveau organisé par la Slovénie. L'ambassadeur a souligné que le leadership demeure dans le facteur décisif permettant à la paix de progresser ou de reculer en matière de l'Afrique, un continent donc central. Djibouti appelle à une désignation d'un prochain secrétaire général des Nations Unies doté d'un leadership de rassembleur attaché à la charte au droit international et la primauté de la dignité humaine. Ce leadership devra donc être soutenu par les États membres, en particulier le Conseil de sécurité, afin de mettre fin à la paralysie politique dont les conséquences humanitaires sont dramatiques dans plusieurs crises actuelles. Soulignant donc le rôle clé des organisations régionales, Djibouti a plaidé pour un financement adéquat et prévisible de l'architecture africaine de paix, de sécurité, appelant au financement obligatoire des opérations de paix conduites par l'Union africaine à travers des contributions des Nations Unies et conformément au pacte pour l'avenir. Le pays a également donc mis en avant l'importance de la médiation inclusive en s'appuyant sur l'expérience et le processus de paix à Arta en Somalie, qui réaffirme sa disponibilité à contribuer à cet effort, notamment à travers l'Institut de paix d'Arta. En conclusion, Djibouti a rappelé que l'Afrique n'est uniquement pas bénéficiaire de la paix, mais un acteur central de sa construction, appelant à un partenariat solide avec les Nations Unies pour faire progresser l'organisation vers son centenaire. Monsieur le Président, donc pour conclure, l'Afrique n'est pas seulement bénéficiaire de la paix, mais acteur essentiel. Nous avons besoin d'un partenaire qui nous accompagne dans notre effort de consolidation de la paix. Éducation à prison, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MEFOB,
en collaboration avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, annonce avec enthousiasme le lancement de la phase interclasse de la 35e édition internationale de la dictée, placée cette année sous le thème « Les technologies de l'information et de la communication, TIC » sous son acronyme. Cette étape cruciale du concours réunit 2835 élèves de 5e et 6e année provenant des écoles primaires et collèges participants. Cette phase interclasse se dérouleront donc dans chaque établissement, a pour objectif de sélectionner les élèves les plus performants issus dans les classes de primaire et du lycée. Cette année, elle ne se limite pas à une simple compétition, mais vise également à renforcer la maîtrise de la langue française. À travers une approche pédagogique, les élèves sont encouragés à améliorer leur orthographe, leur compréhension écrite et leur rigueur intellectuelle, tout en valorisant les apprentissages réalisés en classe. Les élèves retenus lors de cette année auront l'honneur de représenter leur école lors des étapes ultérieures du concours qui incluent la phase interétablissement, la finale régionale, la finale nationale, incluant donc la finale internationale à Montréal. Cette série d'étapes permet non seulement de célébrer l'excellence académique, mais également de favoriser l'échange et l'enrichissement mutuel entre les jeunes participants. 500 élèves nous allons sélectionner aujourd'hui 5 élèves, 5 meilleurs élèves. Et justement, comme le disent tous mes collègues, après il y aura la phase, locale. Garde écoute djiboutien, dans la journée du 14 décembre, le centre d'instruction navale de la garde côte djiboutienne a accueilli la cérémonie de clôture de la formation VPSS, Visit Balls, Shields et Caesar. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du commandant de la garde côte djiboutienne et du commandant de base italienne à Djibouti, marquant ainsi l'achèvement d'un cycle d'instruction rigoureux essentiel au renforcement des capacités opérationnelles. Cette formation dispensée par des instructeurs italiens a bénéficié à 17 agents du groupement d'intervention rapide de la garde côte djiboutienne. Elle leur a permis d'acquérir des compétences opérationnelles clés dans le domaine des opérations d'interception et de sécurisation maritime. La qualification obtenue à l'issue de ces formations constitue à la fois une reconnaissance à leur mérite et un manque à leur rigueur. Donc, elle engage désormais les participants à incarner en toutes circonstances les valeurs fondamentales de vigilance, de cohésion, de professionnalisme et de maîtrise opérationnelle. La cérémonie s'est conclue par la remise des félicitations aux stagiaires pour leur endurance, leur persévérance et la qualité de travail accompli. Cette réussite marque donc une étape importante dans leur parcours professionnel et constitue un socle solide dans le renforcement durable des capacités opérationnelles de chaque agent. Social, cette fois-ci, dans le cadre du projet d'accompagnement des nouveaux communautaires d'Aliade, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers la direction des régions, en collaboration avec l'association AGCD, a organisé une session de formation au profit des membres du conseil communautaire du CDC. Cette formation qui s'est déroulée du 12 au 13 décembre au sein des CDC de la localité d'Aliade, dans la région d'Ali-Sébié, dont ces infrastructures modernes sera opérationnelle très prochainement et constitue un espace dédié à l'encadrement, à la formation et à l'épanouissement des jeunes ainsi qu'au développement communautaire. L'objectif de cette formation étant de mieux outiller les membres du conseil communautaire en renforçant leurs compétences en matière de formation. La mobilisation de la direction des régions, du ministère de la Jeunesse et de la Culture traduit la volonté du département ministériel d'accompagner les CDC nouvellement construits dans les régions de l'intérieur en mettant un accent particulier sur la formation et de garantir le bon fonctionnement des services des jeunesses et des populations locales. Cette initiative qui s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer les rôles des CDC comme levier du développement local, de la cohésion sociale et de la participation citoyenne. Faisons suite donc à plusieurs plaintes de commerçants du chef-lieu d'Ali-Sébié concernant donc la circulation des billets de banque contrefaits.
Une enquête a été ouverte par la brigade de la gendarmerie d'Ali-Sébié le 11 décembre dernier, aux environs de 11 heures. L'auteur principal présumé a été intercepté sur la base de renseignements recueillis. La fouille corporelle a permis de la découverte de plusieurs billets contrefaits de différentes coupures. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu les faits et a indiqué l'existence d'un complice. Les investigations ont conduit à la saisie de 225 000 francs de faux billets ainsi que des imprimantes utilisées pour leur fabrication. Déférés devant le procureur de la République, les personnes soupçonnées ont été écrouées donc à la prison civile de Gabod. À noter que la peine encourue pour ce type d'infraction peut atteindre les 20 ans de réclusion criminelle. Tajora, à présent, lors d'une cérémonie organisée par la secrétaire générale de l'UNFDE, Fatouma Moussaabdi, a procédé donc à l'inauguration d'un centre communautaire à Dora à la suite d'une demande formulée par les associations des femmes de la localité relative à la réhabilitation de leur siège. À cette occasion, 5 machines à coudre ainsi qu'un moulin à blé a été donc remis au comité de gestion communautaire. Ces équipements visent à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en leur permettant de générer des revenus tout en contribuant au bien-être de la communauté. Ces associations ont également exprimé plusieurs autres préoccupations, notamment le manque de salles dédiées à l'apprentissage de la couture, ainsi que des problèmes liés à la gestion des ordures, appelant donc à la mise à disposition de moyens supplémentaires, en particulier en matière de transport pour la collecte des déchets. Après inauguration de kits offerts par la première dame et présidente de l'UNFD, distribution de vivres a été donc également observée durant son déplacement au profit de la population, des denrées alimentaires essentiellement. Nous allons à présent écouter l'intervention de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa. A remis 5 machines à coudre pour les femmes de CGC de Dora et un moulin à blé pour que les femmes de Dora puissent travailler. Il va servir au groupe de CGC de pouvoir travailler et de pouvoir aider toute la localité de Dora. Elles nous ont demandé maintes fois à ce qu'on puisse leur apporter des kits pour qu'elles puissent travailler. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, maintenant la première dame a pensé à toutes les femmes de la République de Djibouti, présidente de l'UNFD. Elle a même pensé aux femmes de Dora pour qu'elles puissent coudre, parce que ce ne sont pas des machines électriques, c'est des machines à pédales. Donc c'est fait et adapté pour le rural. Les jeunes filles de Dora pourront faire leurs habits, coudre à toute la région de Dora. Et ça, ce sont des AGR qu'on est en train de mettre en place pour que les femmes puissent être autonomes et puissent travailler. Donc c'est un vœu et c'est le souhait de la première dame, son Excellence, Mme Khadra Mohamed Hay. Et là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment la défense civile à Gaza appelle à une aide internationale urgente pour accélérer la récupération des victimes après le cessez-le-feu. La défense civile de la bande de Gaza a lancé donc un appel pressant à la communauté internationale afin d'obtenir un soutien immédiat, notamment à l'entrée des bulldozers et engins lourds pour accéder à des opérations de récupération des corps encore ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits dans le contexte de l'après-guerre, alors qu'un cessez-le-feu est actuellement en vigueur. Selon donc les responsables de la défense civile, ces opérations s'inscrivent dans une phase de post-conflit et visent à traiter les conséquences humaines et matérielles de la guerre. C'était en les titres. Le Maroc s'apprête donc à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aux multiples dimensions. À moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe africaine des Nations, Cannes 2025, Maroc est sous l'effervescence qui monte dans l'ensemble du royaume où les préparatifs touchent à leur phase finale. Dans les villes hautes, donc, les aménagements sont finalisés. L'ambiance de la compétition s'installe progressivement, reflétant l'enthousiasme populaire autour de cet événement continental majeur. Selon le comité d'organisation, les autorités marocaines
la CAN 2025 est conçue comme un rendez-vous qui va bien au-delà du football. L'événement qui constitue donc une vitrine pour mettre en avant les capacités du Royaume du Maroc à organiser des grandes manifestations internationales. La qualité de ses infrastructures sportives et de transport ainsi que son savoir-faire en matière d'accueil de logistique conformément aux standards de la Fédération africaine de football. Merci à vous, ce sera tout. Vous étiez sur Télé Djibouti, c'était les infos.